Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le journal du 6 octobre 2021. Les titres. La mesure de suspendre dans leurs fonctions les administratifs qui entretiennent des relations de concubinage ou d'union illégale viole le code du travail. Une ancienne autorité va s'exprimer là-dessus au cours de ce journal. Les entraînements paramilitaires des Imbonerakure montrent que le gouvernement ne fait pas confiance aux forces régulières. C'est la réaction d'un politique, alors que depuis quelques jours, ces entraînements des jeunes du parti au pouvoir sont signalés à Cibitoke. Et certains policiers burundais ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent plus de nouvelles tenues de service. Leur revendication, c'est également dans ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer, c'est très étonnant de voir que le parti au pouvoir n'a pas confiance aux forces de l'ordre alors qu'il devrait être le premier à croire à ce corps de défense. Propos de Tassien Sibomana, l'un des politiciens se trouvant au pays, qui réagit après les entraînements paramilitaires des Imbonerakure qui sont signalés dans différentes provinces du pays. Selon Tassien Sibomana, tout cela montre que le pays n'est pas calme comme le gouvernement aime le dire. Suivez Tassien Sibomana. De ma part, tout cela n'a pas de sens car comme le CNDD-FDD est le parti au pouvoir, il sait que l'armée nationale est là, la police est là, de même que le service national des renseignements. Donc, toutes les forces nécessaires dont le gouvernement a besoin pour protéger le pays sont disponibles, raison pour laquelle rien ne justifie ces entraînements. En plus, le parti au pouvoir devrait être le premier à croire en ses forces de l'ordre, que ce soit l'armée, de même que la police et les autres. Donc c'est très étonnant que c'est le même parti qui n'a pas confiance en l'armée nationale. Enfin, tout cela montre qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays, comme le gouvernement a tendance à le chanter à travers les slogans des dirigeants qui ne cessent de clamer haut et fort que le pays est calme. Si cela était le cas, pourquoi alors on est en train d'apprendre aux enfants l'usage des armes à feu au lieu de les envoyer à l'école? Et si ces enfants apprennent à manier ces armes, que sera le rôle de l'armée nationale? Vraiment, rien n'explique ces entraînements paramilitaires. Selon Tassien Sibomana, les conséquences dues à ces entraînements sont multiples pour la sécurité du pays et des habitants. Cela peut même provoquer une mésentente entre les forces de l'ordre, de même que ces jeunes Imbonerakure. Suivez encore une fois Tassien Sibomana. Les principales conséquences pour le pays sont notamment un conflit qui peut naître entre les forces de l'ordre et ces jeunes, car ces derniers ont tendance à être plus considérés que les forces de l'ordre payées pour ça et reconnues par la loi. Une autre chose, c'est que les forces de l'ordre peuvent ne plus avoir confiance en leur gouvernement et cela conduira à l'insécurité de tous les citoyens et la population continuera à vivre la peur au ventre, dans l'inquiétude totale. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces Imbonerakure peuvent utiliser ces armes pour aller piller dans les ménages ou commettre d'autres forfaits qui seront automatiquement mis sur le dos de l'opposition. Donc, ces entraînements ne feront que créer l'insécurité et le désordre dans le pays. Signalons que les entraînements paramilitaires des Imbonerakure et les rondes nocturnes de ces jeunes du parti CNDD-FDD sont signalés dans la province Cibitoke et en mairie de Bujumbura. Grogne au sein des conducteurs de véhicules, des motocyclettes et des bicyclettes de la province Cibitoke à cause des contributions forcées. Ces contributions sont collectées par les Imbonerakure et sont comprises entre 1000 et 20 000 francs burundais. Selon les collecteurs de ces contributions, il s'agit d'une assistance à l'équipe de football Bumamuru de cette province.
Les détails avec Eric Nyonzima. Les conducteurs de camions de type Fuso et CTDN sont obligés de payer une somme de 20 000 francs burundais. Les conducteurs de bus de type IAS ont été sommés de payer une somme de 10 000 francs. C'est des voitures de marque Proboxer payent 5 000 francs. Les motards doivent contribuer à raison de 3 000 francs, tandis que les taxis vélos doivent verser une contribution de 1 000 francs burundais. Selon nos sources, ces contributions sont forcées et doivent être versées mensuellement, soi-disant pour soutenir l'équipe provinciale de football dénommée Pomamora FC. Et poursuivre nos sources pour s'assurer que personne ne se dérobe, la tâche de collecter tous ces fonds a été confiée aux Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui n'hésitait pas à barricader la route et à exiger des quittas, prouvant que personne s'est acquitté de cette contribution avant de le laisser partir. Certains conducteurs qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que le motif avancé est sans fondement et cache plutôt un moyen de continuer à extorquer de l'argent vu que ce genre de collecte se fait uniquement dans cette province de Chibitoke. Pour le moment, ces conducteurs craignent que cet argent ne soit détourné par ces jeunes du parti au pouvoir. Révoltés, ces conducteurs demandent avec insistance que ces contributions cessent et que leurs administratifs sortent du silence au lieu de continuer à assister au malheur de leurs gouverneurs sans agir. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Kareme Bizoza, gouverneur de la province de Chibitoke, est resté injoignable. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Hier, il était accusé par le chef de l'État d'incompétence et de corruption. Aujourd'hui, il est promu à un autre poste plus important. Albert Maniratunga, qui assurait la direction générale de l'entreprise Otraco, vient d'être nommé directeur général des transports. Onésime Dushimagize nous en dit plus. Au mois de juillet cette année, le président de la République a visité un bâtiment réservé au contrôle technique de véhicules au chef-lieu de la province de Gitega. À ce moment, Évariste Ndayishimiye a été indigné de constater que les travaux d'aménagement de ce bâtiment étaient au ralenti et le délai pour la fin des travaux expire. Il s'agit de l'entreprise Otaco sous la direction générale d'Albert Maniratunga qui était chargée de superviser ces travaux. Ainsi, le président Évariste Ndayishimiye n'a réservé aucune excuse à Albert Maniratunga pour le suspendre dans ses fonctions. Albert, quand les travaux devraient être terminés, c'est vraiment honteux. Il est inacceptable de cautionner de telles pertes au détriment des citoyens. Appelez-moi le DG de la police. Monsieur le DG de la police, que le DG de l'Otraco n'entre plus dans son bureau. Qui est chargé d'empêcher le DG de l'Otraco et les responsables de cette société d'accéder dans les enceintes de l'Otraco. Je suis au courant de la corruption qui s'y opère et tout ce désordre qui en résulte. Tu m'as bien compris? Ok, j'ai déjà décidé et c'est terminé. Nonobstant, un décret numéro 100/223 portant nomination d'Albert Maniratunga au poste de directeur général des transports a été signé par le président Évariste Ndayishimiye en date du 30 septembre dernier. Un poste aussi mieux que le précédent. Il n'est pas pourtant nouveau que des cadres de l'État soient jugés incompétents et surtout accusés de la corruption et malversation économique pour par la suite être promis ou encore nommés dans notre poste aussi important. Le cas illustratif se situe au sein des entreprises étatiques comme le TB et la Rédide. Toujours en page gouvernance, certains policiers burundais ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent plus de nouvelles tenues de service. Ils indiquent que toute réclamation de leur part est suivie de promesses qui ne sont jamais tenues. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Il s'agit de la lamentation d'un policier burundais qui révèle que leurs supérieurs leur promettent de nouvelles tenues, mais sans toujours tenir promesse. Certains policiers qui se sont entretenus avec la RPA affirment que ni les tenues vestimentaires, ni d'autres tenues, ils n'obtiennent plus rien. Ce policier dit que tout a commencé avec l'habitude de faire une seule distribution des tenues par an. Dans les années passées, on recevait des tenues une fois par an. Actuellement, nos tenues se sont usées de manière terrible. On ne nous donne plus de bottines, plus de bérets et plus de chaussettes. Actuellement, on porte des bottines avec de simples chaussettes qu'on s'achète nous-mêmes car tu ne peux pas porter une paire de chaussettes durant toute l'année. Ces policiers sous tutelle du ministère de la Sécurité publique demandent toujours que des solutions soient vite trouvées à leurs différentes doléances. À titre de rappel, ces doléances sont centrées sur les mains
maigre salaire que ces policiers indiquent percevoir mensuellement, les différentes primes qui ne sont plus données comme convenu, les exigences de pot de vin pour pouvoir obtenir un crédit et enfin le manque d'eau tenue. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé encore une fois de joindre Gervais Ndirakobucha, le ministre de la Sécurité publique, mais en vain. Toujours en page gouvernance, les éleveurs de la commune Muhuta continuent de faire paître leur bétail comme auparavant, malgré l'adoption de la loi sur la stabilisation permanente. Ces éleveurs expliquent qu'ils n'ont pas de terre pour planter les herbes fourragères. Les détails avec Eloge Kwizera. Certains éleveurs de la commune Muhuta de la province Rumongue indiquent qu'ils n'ont pas de terre pour planter les herbes fourragères pour le bétail. C'est pourquoi la stabilisation permanente n'est pas possible pour le moment selon cet éleveur. Rien n'a changé. Tout le monde va faire paître son bétail à l'extérieur, sauf les porcs qui restent dans les ménages. Sinon les vaches, les chèvres et les moutons continuent de paître comme à l'accoutumée. Les éleveurs de Muhuta demandent au gouvernement de leur accorder des terres pour planter les herbes. Le gouvernement devrait nous préparer en nous accordant des terres et des crédits pour pouvoir planter des herbes et continuer à élever nos vaches. La population de la commune Muhuta de la province Rumongue demande au gouvernement de suspendre cette loi sur la stabilisation permanente puisque le bétail constitue les ressources de revenus. Je vous le disais en titre, la mesure du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, de suspendre dans leurs fonctions les administratifs qui entretiennent des relations de concubinage et d'union illégale, est une mesure qui viole le code du travail, réaction d'une femme qui fut une autorité au Burundi et qui a requis l'anonymat. Cette femme indique que le gouvernement devrait plutôt faire des campagnes de sensibilisation de la population par rapport à ce que prévoit le Code des personnes et de la famille en ce qui concerne ces problèmes familiaux. Suivez cette ancienne autorité du pays qui a voulu garder l'anonymat. À propos de la correspondance du ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique, adressée au gouverneur demandant de relever des cas de concubinage ou d'union illégale existant dans leur circonscription administrative et d'enclencher des procédures de les suspendre dans leurs fonctions. Moi, je trouve cette mesure abusive. Du point de la comparer à ce que dit le Code du travail. Suspendre quelqu'un de ses fonctions, c'est toute une procédure. Ça demande d'identifier la faute commise et toutes les procédures jusqu'à ce que tu montres bel et bien la faute commise et ce que dit le Code du travail. Même en tant que femme, je ne peux pas m'en réjouir de la mesure. C'est vrai que la polygamie n'est pas permise dans notre pays. Un administratif doit avoir des valeurs. Et si jamais il y a une situation irresponsable, comme le dit, pouvant désorienter la population, ce qu'il faut faire, on le punit suivant la faute commise. Sinon, il y a le ministère public qui est là, qui doit saisir le tribunal habilité, mais on ne peut pas parler d'infraction sans plainte. Donc, ce qui est sage, ce serait de mobiliser la population, sensibiliser la population sur le code des personnes et de la famille, sur les mesures prises par le gouvernement. On remarque qu'il y a méconnaissance de la loi chez notre population. Tout le monde ne sait pas lire et écrire. Il faut passer de la colline à l'autre pour expliquer ses droits et ses devoirs, pour expliquer les procédures, de saisir le tribunal si jamais on est victime de ça ou de cela. La finalisation du projet de construction de la centrale hydroélectrique Rusumo Falls avec la fin de cette année 2021 risque de ne pas être réalisée dans les délais prévus. C'est du moins l'issue d'une rencontre qui s'est tenue le 1er octobre entre les représentants des offices de l'audit dans les 3 pays bénéficiaires de ce projet,
Après l'audit, les défis constatés seraient les défauts dans la passation des marchés et des lacunes dans les études de faisabilité. Le point avec Dani Claire et la Troumva. Au moment où les travaux de construction de la centrale hydroélectrique régionale de Rusumo devraient initialement s'achever avec la fin du mois de décembre cette année, les commissaires généraux chargés de l'audit en Tanzanie, au Rwanda et au Burundi constatent que cet objectif reste chimérique. L'hebdomadaire tanzanien de Citizen de ce lundi fait savoir qu'au cours d'une rencontre tenue au 1er octobre entre les contrôleurs respectifs des trois pays, ces derniers ont convergé sur l'extension inévitable de la chronologie du dit projet. Le même journal indiquait le vérificateur général tanzanien Charles-Édouard Kichele a déclaré que le souhait de la Tanzanie serait également que la prolongation de cette période n'entraîne pas de coûts supplémentaires. De son côté, Obadia Bilalo, le commissaire de l'Office général de l'audit au Rwanda, a estimé que la réalisation de ce projet dans les délais prévus révélerait d'un miracle. Comme on peut le lire dans le journal rwandais The New Times de ce 2 octobre, le rapport conjoint des auditeurs généraux des trois pays a indiqué qu'il reste un solde de 146 millions de dollars sur les 340 millions de dollars de fonds engagés au moment où le projet est à 81,4% de sa phase d'achèvement. En plus des écarts dans l'exonération fiscale et la perturbation du Covid-19, les autres défis révélés sont entre autres les défauts dans les achats ainsi que les lacunes dans les études de la faisabilité du projet. Le rapport conjoint des commissaires aux comptes sera respectivement présenté au Parlement des trois pays afin de trouver un cadre approprié pour une gestion efficace. Les informations qui nous parviennent en provenance des observateurs proches du projet révèlent que l'extension des délais de finalisation du projet pourrait légèrement dépasser une année, soit jusqu'au fin de l'année 2022. Les mêmes informations indiquent qu'une visite conjointe des ministres en charge de l'énergie sera effectuée ce samedi sur la centrale hydroélectrique de Rusumo. Dans quelques instants, nous parlons éducation. Grogne chez les parents des élèves de l'école primaire de Kigoma, c'est au chef-lieu de la province Karuzi. Ils sont contre la directrice de cet établissement qui leur demande une contribution non justifiée et forcée. Ces parents demandent à la direction de l'éducation de suivre de près ce problème. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Les parents d'élèves de l'école primaire Kigoma en province Karusi disent qu'ils ont un problème de donner des contributions exigées par la directrice de cette école et sans explication. Ces parents indiquent que la directrice le fait en collaboration avec certains enseignants de cette école. Ici à l'école primaire de Kigoma, située au chef-lieu de la province Karusi, il y a un groupe d'enseignants qui collaborent avec la directrice de cet établissement scolaire qui exige que chaque élève donne une contribution de 1200 francs, arguant que cette somme est destinée pour l'achat du maïs, de l'engrais chimique et pour la location d'un véhicule de transport de ces produits. Les parents se demandent alors ce qu'ils vont profiter de cette récolte. Ce qui frustre davantage ces parents, c'est le fait que leurs enfants sont chassés de l'école et ratent les cours pour n'avoir pas payé cette somme au moment où la dite somme a été fixée sans aucun consentement. Ce qui nous a plus choqué, c'est qu'hier, ils ont chassé les élèves de l'école et ont raté les cours à cause de cette contribution qu'ils n'ont pas encore payée. Ce n'est pas par manque de minerval ou d'un cahier pour être chassé de l'école. En principe, un enfant ne doit pas être chassé sans informer ses parents de la situation. Nous ne comprenons pas alors pourquoi ils nous imposent de payer une telle somme jugée d'illégale.
Cet établissement compte 499 élèves. Ses parents disent qu'il y a un budget octroyé par la direction provinciale de l'enseignement à chaque école pour la réalisation de ces activités, sans toutefois exiger des contributions aux parents qui n'ont pas de moyens. La RPA a essayé de joindre Patricie Nahimana, directrice de l'école primaire de Kigoma, qui est pointée du doigt afin qu'elle donne des éclaircissements, mais sans succès. Clôturons cette édition en parlant toujours de l'éducation. Les réformes éducatives dans l'enseignement fondamental et post-fondamental initiées par le gouvernement ne peuvent aboutir à de bons résultats des élèves dans la mesure où le manque d'infrastructures scolaires et d'enseignants continue à s'observer dans différentes localités du pays. C'est du moins l'avis d'Antoine Manouma, représentant légal de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation, FENASEB en sigle. Il déplore également le fait que leurs représentants n'ont pas été associés pour analyser ensemble les modalités de la mise en application de ces nouvelles réformes. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est représentant de la FENASEB. L'enseignant aujourd'hui fait face aux réformes éducatives nouvelles à l'école fondamentale. Même au niveau post-fondamental, ici, les décideurs ont introduit dans le secteur de l'enseignement de nouvelles démarches pédagogiques, de nouveaux programmes d'enseignement. Et nous considérons que l'enseignant rencontre beaucoup de difficultés à les mettre en application parce que surtout, il n'a pas été associé dans la conception et il trouve alors beaucoup d'obstacles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il convient que les syndicats des enseignants et le gouvernement s'assoient ensemble pour voir des insuffisances pour absolument aboutir au consensus et entrer d'entente afin que l'enseignant, dans sa tâche, trouve des facilités, soit à l'aise. Les réformes éducatives étaient nécessaires, mais elles ont été précipitées, d'où la nécessité de surmonter les difficultés encourues par l'enseignant. Aujourd'hui, on trouve que les enseignants font face à des classes pléthoriques, à des classes dépassant 100 élèves. Cela est dû à l'insuffisance des infrastructures scolaires et à l'insuffisance des enseignants. Nous demandons que le gouvernement redouble d'efforts dans la construction des écoles, mais aussi dans le recrutement des enseignants. 1000 enseignants recrutés chaque année s'avèrent insuffisants si on tient compte des besoins en personnel. Donc, nous considérons que beaucoup de questions se posent dans le secteur de l'éducation et qu'il est nécessaire que les représentants des enseignants et le gouvernement s'assoient ensemble en vue de trouver des solutions durables. Le syndicaliste Antoine Manouma s'est exprimé ce mardi 5 octobre, date de la commémoration de la journée mondiale dédiée à l'enseignant. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir.